On est dans la Shire, ce qu'on appelle en français la comté. Le village des Hobbits, où le réalisateur Peter Jackson a tourné Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Bon, on dirait vraiment des maisons de baba cool, de hippies ardéchois, mais en beaucoup mieux fait, quoi. On est dans la Shire, ce qu'on appelle en français la comté. La comté, c'est le territoire des Hobbits. Et autour de moi, c'est Hobbiton. Le village des Hobbits, où le réalisateur Peter Jackson a tourné Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Alors combien de hobbits vivent ici? Il y a 44 maisonnettes ici. Et chaque maison abrite une famille? Oui, donc je dirais qu'ils sont une centaine environ. Ce sont des gens assez originaux, non? Ah oui, c'est sûr. Un peu artistes? Oui. Et poètes aussi. Je dirais que ce sont surtout de très bons artisans. Quel est leur hobby préféré? S'asseoir au soleil. Et ils aiment aussi beaucoup manger et écouter de la musique. Ah, donc ils sont un peu hippies, non? Ouais, on peut dire ça. Regardez, ici c'est la maison d'un menuisier. Il n'a pas beaucoup travaillé ces derniers temps. Je crois qu'il a un penchant pour la bouteille. Et ils sont assez proches de vous, en fait. Oui, il y a des ressemblances. C'est quoi leur point commun? Ils sont très relax. Ouais, relax. Et ils aiment la nature aussi. Oui, c'est vrai. Et comme les kiwis, les hobbits aiment vivre dedans et dehors à la fois. Ah ouais, donc ils pourraient être vos ancêtres. Oui, tout à fait. Si la Nouvelle-Zélande est la terre rêvée par Tolkien, c'est surtout le bout du monde. Dernière terre colonisée par l'Occident il y a un siècle et demi, elle compte aujourd'hui 4 millions d'habitants seulement, pour un territoire grand comme la moitié de la France. Pacifique, mec! Ça, c'est le Pacifique. On est sur la péninsule de Coromandel, un des plus beaux sites de Nouvelle-Zélande. C'est un endroit extrêmement recherché. Et on a là les plus belles maisons de plage de l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Et parmi toutes ces maisons, la maison de Ken Crossan, qui est construite juste en aplomb de cette baie là, sur la colline, avec vue évidemment sur le Pacifique. C'est une maison de vacances, donc on voulait quelque chose de très basique. En gros, c'est juste un plancher et un toit,
et on est connecté à l'environnement. C'est comme une arche, une scène. Ah ouais, exact. C'est vraiment une scène. Oui, et c'est une scène où l'on vit en quelque sorte. Vous savez, les vacances, c'est toujours une histoire de valises. Des valises qu'on ouvre et puis qu'on ferme. Quand on arrive quelque part, on ouvre ces valises, et avec cette maison, eh bien, c'est la même chose. À l'intérieur, c'est aussi du bois, mais c'est la couleur qui change. Oui, c'est plus chaud. À l'extérieur, le bois est exposé aux éléments, donc il se patine et prend cette teinte grise qui se mélange parfaitement à la nature environnante. Mais à l'intérieur, il conserve cette chaleur. Et c'est ce qui est beau. C'est comme un ananas quand vous l'ouvrez. Il y a cette douceur à l'intérieur et cette peau rêche à l'extérieur. Ouais, c'est comme un fruit. Ah, j'adore ce truc. Tu peux prendre ton bain sous les étoiles. Ok. Ça pourrait être une chambre d'amis. Un ami qui ronfle. Je sais qu'en tant qu'architecte, quand une maison a l'air simple, c'est qu'on a pris beaucoup de temps à la concevoir. Oui, on a cette affiche dans notre bureau qui dit « Si ça a l'air simple, c'est que ça ne l'était certainement pas ». Ah, j'adore ça. C'est exactement comme cette maison. Il faut l'afficher ici. C'est encore plus organisé que chez moi, quoi. Hop. Kiwi Comfort. Le Pacifique. Ils sont déjà prêts à surfer les kiwis, il est 8h du mat. L'eau est à 14 degrés. Là, j'ai la tenue kiwi, le pantacourt, pieds nus, barefoot. Ils sont toujours pieds nus, les mecs. Rock and roll! Hey, guy. Hey, salut! Quel camion! Salut, ça va? Ouais, ça va. C'est incroyable. Et à l'intérieur, on dirait une grotte. Comment ça va? Je suis Eric. Enchanté. Ton van est cool aussi. Mon van? Non, il est horrible. Regarde ces peintures, elles sont atroces. Ça le fait quand même. C'est toujours l'esprit du voyage, de la vie en plein air. Ouais, c'est l'esprit, c'est ça. La liberté. Et tu vis dedans? Oui, ça fait 22 ans que je vis dedans. Je l'ai refait 3 fois. Et le concept de la déco, c'est une cabane en bois. Une cabane dans la nature. Regarde, une cabane dans la nature. Ah ouais. À l'étage, il y a 2 chambres et une plateforme. C'est quand t'as tes enfants ou tes amis? J'ai élevé 3 fils là-dedans. Ils sont grands maintenant. Wow, great. Bonjour. Comment vas-tu? Je suis Eric. Et moi, Caronne, et voici Zéro et Marzipan. Bienvenue chez moi. Ah, c'est incroyable, incroyable. Tu sais quoi? C'est mon endroit préféré là. Le QG. Et regarde la vue. Ah, on se croit dans Mad Max là. Et ça, c'est les trucs que je fabrique. Ah, j'adore ça aussi. Ouais, ce sont des fouets. Tu les vends? Pas vraiment. Je les utilise pour des spectacles. Je mets ce casque-là. Et avec les fouets... Je peux essayer? Oui.
Tu devrais travailler pour l'industrie du sexe. Un truc hardcore, quoi. En homme libre, Matt va là où la route le mène. Il travaille fréquemment pour la jeune industrie du cinéma néo-zélandais et a connu son heure de gloire dans Le Seigneur des Anneaux. À un moment, Saruman va à la rencontre des hommes sauvages. Il leur dit « Reprenez la terre qu'on vous a volée, brûlez tout !» Et moi, je suis juste derrière lui et je crie « Regarde, la voilà notre terre. Une vue à $1 million. Pour le plaisir des hommes libres. » T'as dessiné tout ça, en fait. Chaque jour, tu dessines un nouveau paysage. C'est ça. Aujourd'hui, on a des tables de pique-nique, du gazon pour jouer au cricket. Et pour les chiens aussi. Oui, et il y a aussi la mer pour nager. Et demain, je serai dans un nouveau jardin. All right. Bye. En route vers Auckland, la métropole de Nouvelle-Zélande, je suis frappé par l'omniprésence d'une architecture qui renvoie à l'Amérique des années 60. Maisons, monuments, jardins, mobilier, tout nous transporte dans un décor de cinéma tout droit sorti de Grease ou d'American Graffiti. Auckland, la capitale économique de Nouvelle-Zélande, est bâtie sur une bande de terre, coincée entre la mer de Tasman et l'océan Pacifique. Un cadre de vie exceptionnel, dans lequel les Kiwis cultivent là aussi leur mode de vie si proche de la nature. Ici, tout le monde, ou presque, a sa maison et son jardin. Cette ville qui ne compte qu'1 300 000 habitants occupe 10 fois la surface de Paris. Ce soir, je suis l'invité de Bronwyn et de Brent Byrne dans leur maison du quartier de Birkenhead, dans la baie d'Auckland. Ils ont construit une maison de verre, une maison ouverte, une maison qui représente bien le rêve de tous les Néo-Zélandais. Le mode de vie à Auckland est très orienté vers l'extérieur. Dans n'importe quelle maison, vous trouverez au minimum un jardinet ou une terrasse qui permet de se mettre dehors. Et ce qu'il y a de bien avec cette maison, c'est que 60% de la façade est composée de baies vitrées, alors que normalement, c'est 20 à 25% seulement. Oui, en France, la norme, c'est 16%. Oui, donc même quand tu es dedans, tu te sens dehors. Et comme les étés ici ne sont pas très chauds, c'est bien. On n'a pas 2 mois de soleil comme vous. Si on a 3 jours, c'est déjà fantastique. Si je ne devais retenir qu'un objet ici, ce serait cet îlot. Le design est très sophistiqué et sa forme est vraiment intéressante. Oui, et son histoire est très intéressante aussi. C'est l'architecte qui en a eu l'idée. Et le design était fantastique, mais il n'avait aucune idée de comment le fabriquer. Il se trouve que l'un de mes amis est fabricant de planches de surf. Ah, des surfs. Ah, c'est vraiment une histoire intéressante. Et il a accepté d'essayer de fabriquer ce meuble pour moi. Ça lui a pris 6 mois. Au départ, c'était juste un gros rectangle de polystyrène au milieu de son atelier. Et chaque jour, il passait devant et il le sculptait petit à petit. Ah, il le polissait. Ensuite, j'ai fait appel à un autre ami qui peint les bateaux. Il a installé une grande tente ici même et il a peint le meuble. En fait, il a utilisé de la peinture pour automobile. Ah, c'est incroyable. Il a passé 3 jours à le peindre. Tu sais ce que j'adore dans cette histoire? C'est que cet îlot a été construit par 2 gars passionnés par la mer et que ça ressemble à un coquillage. Il a vraiment une forme magnifique, à la fois complexe et complètement fonctionnelle.
À 4 heures de bateau d'Auckland, Great Barrier Island. Une grande île un peu isolée où les citadins aiment venir se ressourcer. Les habitués l'appellent The Rock. C'est un morceau de nature brute jeté dans le Pacifique. Ici, ni eau courante, ni électricité. Et quand on va passer ses vacances là-bas, il faut amener, comme on le voit sur les camions, ses planches, ses clous, sa bétonneuse, sa bouteille de plongée, ses cannes à pêche. Et c'est ce kiwi spirit qu'on va essayer de capter et de comprendre en allant à Great Barrier Island. Hey. J'ai rendez-vous avec Robin. Elle habite ici à l'année et s'occupe d'entretenir et de louer des maisons. Elle est incontournable à Great Barrier Island pour trouver un bach, c'est-à-dire un de ces cabanons en pleine nature que se construisent les Néo-Zélandais. En voici un qu'on peut visiter si tu veux. Ok. Tu sais quand il a été construit? Ah, je crois qu'il date des années 60-70. C'est un des plus vieux de l'île? Ah non, ma sœur en a un des années 30. Ce qui est marrant, c'est vraiment, là c'est le batch composé de différents matériaux selon les opportunités que les types avaient. Il y a une porte qui a été probablement ramenée d'une autre maison, un morceau de métal, une ossature en bois. Et regarde ce vieux pilier. Ah, on peut rentrer? Wow. Ah, mais il y a tout le confort. Ça, c'est vraiment années 60, quoi. Pas de soucis, quoi. Formica et lino mortel. Et là, avant, il y avait un poêle à bois. Ils cuisinaient avec. Maintenant, c'est une gazinière. Des bachs, il y en a de toutes les sortes et de toutes les époques à Great Barrier Island. Ils ont tous un point commun, l'autonomie en eau et en énergie. Ici, les Kiwis rivalisent d'ingéniosité pour fabriquer leur électricité et pour recueillir l'eau de pluie, ou bien celle du sous-sol. Et beaucoup utilisent encore ce qu'ils appellent long drop, chute libre en français. C'est le nom élégant qu'on donne ici aux toilettes sèches. Wow. Ça, c'est vraiment un batch typique d'ici. Ils ont la mer juste là. Et c'est très simple, comme tu peux voir. Really? Tu connais l'origine du mot batch? On dit que ça vient du mot bachelor, célibataire en anglais. Il y a des années, les gars avaient l'habitude d'aller avec leurs copains dans la nature pour pêcher ou en forêt pour chasser. C'est ce qui se dit. Mais ça a changé maintenant, c'est plus familial. Oui, à l'origine, c'était beaucoup plus basique. On laissait tout ouvert, on laissait les enfants traîner à la plage. Et puis, au fil des ans, ça a évolué. Tout a changé, c'est devenu un peu plus moderne. Tiens, j'ai une surprise pour toi. Ah, je vois la surprise. Ah, c'est super. Regarde ça. Le batch, c'est un endroit où tu vis dehors, non? Oui. Donc il y a ce genre d'équipement dehors. Oui, pour nettoyer le poisson et cuisiner. Et après, on fait un bon repas, ici, en plein air. Et il y a cette vue côté campagne. C'est vraiment magnifique. Oui, regarde ça. C'est superbe. Il y a une minute, on était au bord de la mer. C'est vrai que ça donne beaucoup de charme à ce batch. Et ça, c'est une structure en bois très basique, très simple. C'est du pain, vraiment pas cher. Et ils ont mis ces panneaux en plastique par-dessus. Et ça fait un design vraiment très abouti. Shirley est l'heureuse propriétaire du Poisson Volant, un batch qu'elle a construit avec son mari. Elle y vient dès qu'elle le peut, été comme hiver. Ça fait 30 ans qu'on a ce terrain. Et vous avez construit tout ça en une seule fois? Oui, en une fois, c'est ça.
Le concept, c'est celui d'une tente améliorée. Et d'ailleurs, on a campé ici pendant des années. C'est la méthode kiwi, en fait. Vous savez, dans ce pays, on a tous des origines terriennes. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin de notre petit bout de paradis. Ah ok, tout est dans la même pièce alors, comme dans une tente. Oui, là on a un canapé-lit, et un autre là, et on peut dormir à 5 ici. Mais on y est bien, et même en hiver, c'est bien isolé. Et ça, ce sont les cannes à pêche de Scott, c'est sa passion. Scott, c'est votre mari? Oui, et quand on vient ici, on mange, on bouquine, on pêche. La vie sauvage, quoi. Et on boit du vin aussi. L'été, on mange tout le temps ici, en plein air. On cuit même les œufs et le bacon au barbecue le matin. Et le soir, il arrive souvent qu'on soit une vingtaine ici, autour de la table. L'un des mots-clés qui revient souvent ici, c'est autosuffisance. Oui. Pourquoi c'est si important pour les kiwis? Mais je pense que ça a à voir avec le fait que nous sommes tellement isolés. Il y a ce fantasme qu'un jour, on pourrait être coupé du monde. Et ça tient aussi au fait que nos ancêtres ont migré ici il n'y a pas si longtemps. On est tous un peu des pionniers. Donc on peut dire que le Batch, c'est le refuge ultime. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, les endroits reculés comme celui-ci sont de plus en plus prisés. Et le prix des terrains a flambé. Pourtant, si l'île s'est embourgeoisée, l'esprit pionnier du Batch est toujours là, en plus sophistiqué. Et là, je me suis choisi un pur petit bijou de Batch. Reste à savoir par où on rentre. Non, c'est pas là. Ça, c'est du Batch. Alors, ce qui est génial avec ces cloisons escamotables, c'est que un couloir devient une terrasse. Et par contre, la maison vraiment close et fermée est de l'autre côté du couloir, dont l'étanchéité est assurée par des cloisons vitrées avec des serrureries aluminium qui sont thermiquement super performantes. On est dans le Batch probablement le plus beau de Nouvelle-Zélande, et dans une maison qui est totalement perdue dans la nature et totalement autonome. Là, tu vois, toute l'électricité est alimentée par un système de batterie solaire. Donc là, on est à 96% d'énergie. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait, c'est que les architectes te mettent dans une ambiance de design, de confort absolument incroyable. Ils te font totalement oublier que tu es finalement dans une cabane. Il n'y a pas 1 gramme de maçonnerie, il n'y a pas de béton. Et le bois est utilisé à la fois en structure, d'ailleurs de manière assez roots. Les éléments de raccord en acier sont apparents. Mais en même temps, on utilise le bois aussi en système décoratif, en lambris dans la pièce commune, et avec des panneaux de contreplaqué, qui sont évidemment un matériel pas cher du tout, qu'on trouve sur tous les chantiers, et qui sont utilisés pour décorer les cloisons. Et pour finir cette journée en beauté, j'ai voulu faire honneur à la tradition locale, les 3 B. Batch, beer, barbecue.
Wellington, c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Ça a été classé dans le top 10 des capitales les plus cool au monde. Une des raisons, évidemment, c'est la démographie. Il n'y a pratiquement personne dans cette ville. Il y a 350 000 habitants pour une capitale, ce qui est absolument rien. Mais surtout, il y a une mixité sociale qui s'est organisée immédiatement à cause de la géographie de la ville. La ville, c'est un port qui s'est développé dans des vallées assez profondes. Et le côté ensoleillé, ce sont les riches qui s'y installent. Le côté à l'ombre, les maisons sont moins chères, ce sont les pauvres. Et de fait de cette géographie, il y a une mixité sociale qui s'organise dans tous les quartiers, qui contribue à la paix et à la tranquillité sociale de cette ville. C'est génial en Nouvelle-Zélande parce qu'en fait, ils ont vraiment le goût pour faire des maisons noires. Et ça, c'est tellement rare. Et ça marche très bien, ça se confond complètement avec la végétation. Ça fait des maisons extrêmement discrètes. Et ça, c'est une des grandes leçons qu'on peut retenir de leur architecture. Sur l'une des collines à l'écart du centre-ville, se situe l'un des projets architecturaux parmi les plus fous de toute la Nouvelle-Zélande. Kandala, une sorte de village grec téléporté dans Star Trek, construit par Ian Hadfield, l'architecte le plus excentrique et le plus célèbre du pays. Un homme qui n'hésite pas à braver les règlements et à bousculer les dogmes pour construire depuis 40 ans le décor de sa vie. Ici, c'est la tour de Kandala, espèce de blob, de blub, de bloops. Et la fonction de cet espace, à part fumer des joints, je vois pas quoi. Kandala est un village où les espaces intimes, les espaces collectifs, familiaux ou professionnels s'imbriquent. Ici, on peut croiser des enfants, des amis, ou bien quelques-uns des 40 collaborateurs de l'architecte, comme Kali, son assistante. Hey, tu vis ici? Oui, c'est ma maison. Je peux entrer? Bienvenue. Alors c'est chez toi ici? Oui, c'est un endroit très spécial. Il est coincé dans un espace étroit. C'est un appartement avec 2 chambres sur 6 niveaux différents. Tu peux tout ouvrir, il y a beaucoup de lumière. C'est vraiment un endroit super pour vivre. Et en plus, je travaille juste en dessous, donc je peux me réveiller 5 minutes avant. Et qu'est-ce qui fait que la vie est différente ici? C'est cet équilibre entre vie en communauté et vie privée. On a chacun notre propre espace et on a un espace commun qu'on peut utiliser quand on veut. Ian Hadfield, le voilà. Il n'avait pas 25 ans quand il s'est lancé dans la folle aventure de Kandala. Le dernier à avoir peint ce mur, c'est moi. Ce projet a démarré avec la volonté de faire quelque chose de différent, qui soit le reflet de moi-même, et qui, je l'espérais, me ramène du travail. Eh bien, il ne m'a jamais rapporté un seul client, ni une seule commande. Kandala était aussi un projet social. Le but était de créer une communauté, non? Oui, c'est comme cela qu'on l'a imaginé. On était des hippies des années 70. Donc pour nous, c'était aussi une expérience sur la vie en société, les relations humaines et la façon dont l'habitat peut influer sur ces relations. J'ai toujours pensé qu'il est bien plus satisfaisant de rencontrer les gens par accident que volontairement. Et des accidents, il y en a eu beaucoup ici. Regardez, ce mur a été construit en 1965 et celui-ci en 2011. Et là, c'est la première pièce qui a été construite. Elle a 48 ans. Au début, cette mezzanine n'avait pas de garde-corps. Et les enfants s'amusaient à sauter d'en haut sur les canapés.
Ce qui est vraiment beau ici, c'est la transparence des espaces. On peut voir de part en part, et la lumière aussi arrive de partout. Kandala est davantage une expérience qu'un projet d'architecture. Le but n'est pas de construire une forme définitive, mais de produire des espaces que l'architecte corrige et transforme sans cesse. L'idée, c'est d'offrir une expérience différente aux gens qui vivent ici. Vous savez, quand on est arrivé ici, on a eu de sérieux problèmes avec nos voisins. Ils nous détestaient. Ils nous ont même tiré dessus. Vraiment? Oui. Il y a même des impacts de balles sur la tour. Oh yeah. À présent, notre chambre est dans cette pièce. Mais depuis qu'on habite ici, on en a eu une bonne dizaine. À mon avis, on ne va pas tarder à en changer d'ailleurs. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début. On rachète les maisons de nos voisins au fur et à mesure. On en a déjà intégré 10. On a déjà toute la colline jusqu'en bas. Et maintenant, on va attaquer le haut. Et l'esprit communautaire n'a pas fini de souffler sur Kandala. Le vendredi, chez Yann, c'est apéro. Tous ses collaborateurs architectes et ses amis sont invités, et leurs enfants aussi. Yann, comment vous voyez l'avenir de Kandala? Je ne sais pas. Ce sont les gens qui vivent ici qui en feront ce qu'ils voudront. C'est eux le futur, non? Oui. Et peu importe ce qu'il arrive à cet endroit, il demeurera d'une façon ou d'une autre. Ça peut même devenir un monastère, tant que les gens respectent son histoire et sa différence. Sounds, un réseau de vallées effondrées, envahies par la mer. Un paysage rêvé entre fjords scandinaves et lagons du Pacifique. La raison pour laquelle moi je voulais vraiment venir ici, c'est que c'est dans ces confins de la Nouvelle-Zélande, très reculés, que certaines personnes ont choisi de vivre et de construire des maisons qui ont évidemment les plus beaux panoramas du monde et qui ont aussi soulèvent des challenges incroyables pour être construits puisqu'il n'y a aucune voie d'accès terrestre. Je suis sur le bateau postal des Sounds. Une fois par semaine, ils livrent le courrier et les provisions aux quelques familles installées ici. C'est souvent leur seul lien avec le reste du monde. Je me rappelle quelqu'un, je sais pas qui, mais... Hey, salut! Je suis le nouveau facteur. How is it going? Okay. Here you are, my dear. Bye. David Capes est l'un de ces bâtisseurs de talent que s'arrachent les architectes pour construire leurs projets les plus improbables. Il m'emmène voir une maison qu'il a construite pour 2 frères, des hommes d'affaires français installés l'un en Chine, l'autre en Indonésie. Je pense que leur principale motivation en venant ici, c'est d'être le plus loin possible de ce qui fait leur quotidien, leur vie d'homme d'affaires. Cet endroit, c'est leur rêve partagé. Ah, ça c'est la maison. C'est magnifique. Leur volonté, c'était que l'on touche le moins possible au relief du sol.
Ouais, c'est vrai. Donc, pas question d'utiliser des pelleteuses. Et c'est vrai que quand on voit la maison, on a vraiment l'impression qu'elle a été posée en pleine nature. Le concept, c'est que l'architecture ne se voit pas. Ah, c'est vraiment très beau. Donc comment s'organise cette maison? Chacun des frères a un de ces bâtiments qu'on appelle une tour. À l'intérieur, il y a une mezzanine pour dormir, une salle de bain et un petit séjour avec un poêle à bois. Et ensuite, il y a un espace commun qu'ils partagent pour cuisiner et pour manger. Donc il y a 3 volumes. Oui, une pièce à vivre et 2 tours. Et le plus étonnant avec cette maison, c'est que pour protéger la nature, elle a été préfabriquée ailleurs et transportée ici par hélicoptère. L'un des problèmes principaux, c'était le coût des hélicos. Plus les éléments étaient lourds et plus ça coûtait cher. Donc on a dû utiliser 3 types d'hélicos différents. Pour les fondations, on avait un petit hélicoptère. Il pouvait transporter 400 kg de béton par voyage. Pour la plateforme, on l'a divisé en éléments d'1,2 tonne maximum, pour qu'un hélico de taille moyenne puisse les transporter. Et enfin, avec le gros hélico, on a transporté les maisons préfabriquées. La difficulté, c'était que le pilote était au-dessus des maisons. Il ne pouvait pas nous voir à cause des toits. Ce qu'on craignait le plus, c'était que les maisons se mettent à tourner sur elles-mêmes. On devait faire confiance au pilote en espérant qu'il ne nous écrabouille pas. Là, nous sommes dans la pièce à vivre. Oui, c'est l'espace commun ici. Oui, c'est là que les 2 frères se retrouvent. L'idée de l'architecte, c'était de mettre le bâtiment aussi près du vide que possible et d'offrir aux clients un mur de verre. Oui, bien sûr, c'est pour laisser le paysage entrer dans la maison. Absolument. Et aussi pour créer la sensation d'être au bord du vide. La proposition classique aurait été de construire une terrasse devant cette pièce avec un garde-corps. Mais lui a préféré mettre des terrasses aux 2 extrémités. L'idée de base, c'était d'offrir un abri minimal en pleine nature. Un refuge. Oui, un refuge, à la fois physique et aussi spirituel. Même si la plupart des habitants installés dans les Sounds sont encore les descendants des colons arrivés au 19e siècle, quelques amoureux de la nature sont venus s'installer ces dernières années et perpétuer l'esprit pionnier cher aux Kiwis. C'est le cas de la famille Plaisier, des Néerlandais qui ont posé les pieds ici il y a 16 ans pour ne plus jamais repartir. Depuis, ils ont eu 3 enfants qui ont grandi ici, loin de tout. On faisait une randonnée dans la forêt là-bas. Et puis on est arrivé sur ce rocher. On s'est assis un moment et on est tombé amoureux de cet endroit. C'était comme une évidence. Ce n'était pas à vendre, mais on voulait la voir. Alors on est allé voir le fermier. Regarde ça, c'est magique. C'est si rare de voir ces oiseaux aujourd'hui. C'est là que tout a commencé, Eric. C'est notre premier abri. Quand vous êtes arrivé ici, vous n'aviez pas d'argent du tout. Non. On a passé quasiment 1 an sans rien au début.
Et puis un jour, je suis allé chez un brocanteur. Il avait un cabanon entier en pièces détachées. Il en voulait quand même assez cher, alors je lui ai dit, je vous échange ma voiture. J'avais une vieille bagnole à l'époque, et il a dit d'accord. Alors j'ai fait l'échange, et juste après, je lui ai demandé, est-ce que je peux emprunter votre voiture? Et il a accepté. Au début, la maison ne faisait que la moitié de ça. On l'a agrandi petit à petit. À chaque nouvel enfant, on a dû ajouter une pièce. Ah oui, c'est le prix à payer. Mais tu n'es ni constructeur ni architecte, et c'était la première maison que tu construisais. Oui, mais moi, quand j'achetais une fenêtre, par exemple, et qu'on me demandait les dimensions, je répondais, c'est pas un problème, je construirai la maison autour. Ah, c'est vrai. Et je dois dire que notre famille n'a que des bons souvenirs dans cette maison. Nos enfants y ont grandi, et pour eux, elle représente toute leur vie. Viens voir à l'intérieur. Et là, c'est une partie plus récente, non? Oui, et là, tu vois derrière ce mur, c'est la partie la plus ancienne. Là, Ah, de là à là. de là à là. Ah oui, on voit la vieille structure. Voilà, toute cette partie. Et cette cuisine, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est du luxe pour nous. À l'origine, on n'avait qu'un vieux meuble qu'on avait amené sur une annexe, qui ne devait pas être plus grande que ça, pour une personne. Et ici, c'est la pièce où on faisait l'école. On avait l'habitude de se mettre là tous les matins pour travailler avec les deux grands. Et bientôt, il va falloir qu'on recommence avec la petite. Et c'est ton père qui a construit cette maison aussi, non? Oui. Ah ben je vois ça. Aujourd'hui, Brian et sa famille sont engagés dans la restauration de l'écosystème primitif des Sounds, menacé par la présence d'exploitations forestières, d'éleveurs et de pisciculteurs. Parents et enfants mènent le combat ensemble et ont fait de leur propriété une réserve naturelle pour les espèces endémiques. Il y a 20 ans, on n'entendait plus aucun oiseau ici. Alors pour nous, aujourd'hui, d'entendre ça, c'est magique. Christchurch, la métropole de l'île sud de la Nouvelle-Zélande, la 3e ville du pays. Un paysage aux allures de ville fantôme. Depuis que le 2 février 2011, Christchurch a été sinistré par un violent tremblement de terre. Le séisme a causé la mort de 185 personnes. Et le cœur de la ville a été soulevé de 2 mètres avant de retomber et de s'effondrer. Son bâtiment le plus emblématique, la cathédrale anglicane, n'a pas été épargné. Au total, 80% des immeubles du centre-ville vont être détruits, faute de pouvoir être réhabilités. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction. Il faudra des années et beaucoup d'argent avant de retrouver un centre viable pour Christchurch. Alors en attendant, les autorités et les habitants redoublent d'ingéniosité pour assurer la transition et ramener la vie dans le centre dévasté. Christchurch, c'est un port. Et comme les Néo-Zélandais ont un sens aigu de la notion de recyclage et qu'ils sont dans la nécessité de trouver des structures pas chères, rapidement montables, pour reconstruire le centre commercial du quartier. Ils ont pensé évidemment à la matière première que l'on trouve dans tous les ports, à savoir le conteneur. Ça, ce sont les anciennes portes pour faire rentrer les marchandises. Donc ils les ont conservées. Et puis c'est évidemment la façade la plus longue du conteneur qui sert de vitrine, donc qui ont été découpées et dans lesquelles ils ont clipsé
des vitrines pour les commerces. Et là, le conteneur est vraiment brut. À l'intérieur, il n'y a pas de doublage. C'est directement de l'acier, ça marche super bien. C'est ici, dans la banlieue est de Christchurch, qu'on est en train de construire le bâtiment le plus emblématique de la reconstruction du centre-ville. C'est une cathédrale et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est dans cet entrepôt que ça se passe. Dans cet entrepôt, on assemble la future charpente. Et vous ne rêvez pas, la cathédrale sera construite avec ces tubes en carton. C'est un énorme rouleau de PQ en fait, c'est très léger. Ces énormes tubes, assemblés par 3, formeront les poutres de 20 mètres de long qui serviront de structure à la cathédrale. Un monument transitoire qui promet de devenir l'un des bâtiments phares de l'architecture contemporaine. Voici le révérend Craig Dixon, évêque de Christchurch et commanditaire du projet, accompagné du créateur de la cathédrale, l'une des stars de l'architecture mondiale, le japonais Shigeru Ban. C'est lui qui a dessiné entre autres le Centre Pompidou de Metz. Shigeru Ban a acquis sa renommée en se spécialisant dans l'habitat d'urgence, commande à laquelle il répond par des bâtiments en carton. L'idée lui est venue il y a 25 ans, alors qu'il dessinait un projet de scénographie pour un pavillon d'exposition. Je cherchais un matériau alternatif au bois et j'ai vu ces rouleaux. Vous savez, ceux dans lesquels on enroule nos plans d'architecte. Enfin, ça c'était avant les ordinateurs. Et puis il y avait les rouleaux de fax aussi. Ah oui, et vous vous êtes dit c'est ça l'idée. Ça ressemble à du bois, c'est pas très cher et c'est léger. Exactement. Et je suis allé voir une usine, on m'a dit qu'on pouvait en faire de tous les diamètres et de toutes les longueurs et pour pas cher. Et vous êtes le seul à faire ça. Il n'y a pas d'autres architectes qui utilisent ces tubes? Non, malheureusement, je suis le seul. Et il y a des explications à cela. C'est difficile d'obtenir les permis de construire. Et aussi, ce sont des projets pas chers, donc ils ne rapportent pas beaucoup aux architectes. Shigeru Ban et le révérend Craig vont construire leur cathédrale éphémère ici, dans le centre-ville, en un temps record, 4 mois seulement. Ce sera le premier bâtiment à sortir des ruines, tout un symbole. Je me suis inspiré de la géométrie de la cathédrale originelle. Je voulais que le public conserve une sensation proche de celle qu'il ressentait dans l'ancienne cathédrale. Et j'ai fait le choix de cette forme triangulaire parce que c'est la forme la plus facile à construire. Et ce sont des containers là que vous avez placés à la base, non? Oui, on va les utiliser pour en faire des chapelles, des bureaux et des rangements. Et ils feront partie des fondations. C'est toujours la même philosophie qu'avec les tubes en carton, hein, le recyclage. Oui, les tubes pourront être recyclés et les containers réutilisés. Ouais, c'est vraiment très beau. Et une fois que tu l'as vu, tu ne l'oublies pas. Il faudra revenir quand ce sera fini. Vous savez, les gens de Christchurch ont perdu presque tout leur centre-ville. Et ils n'ont plus d'endroit pour se rassembler, pour se souvenir de ceux qui sont morts. Plus de 100 personnes sont mortes dans un immeuble juste de l'autre côté de cette rue. Donc cet endroit sera là pour se souvenir de ce qui s'est passé. Mais je crois aussi que ce bâtiment, avec ses formes innovantes, va encourager les autres constructeurs à être créatifs. Plutôt que de construire des cages à lapins, j'espère que ça va stimuler leur imagination. La créativité, elle est déjà là à Christchurch, dans les interstices, les espaces laissés vacants par les bâtiments rasés après le tremblement de terre. Des espaces occupés par les gap fillers, traduisez, les remplisseurs d'espace. Les gap fillers, c'est un collectif d'artistes emmené par Coralie Wynne. Elle a convaincu la mairie de leur confier quelques parcelles sinistrées. Voici le Dance-O-Mat. C'est une piste de danse qu'on a installée à la place d'un immeuble détruit.
Et qu'est-ce qu'il y avait avant dans cette rue? Toute la rue était pleine de restaurants et de bars. Et la nuit, c'était des discothèques. Donc cet endroit est vraiment plein de bons souvenirs pour les gens d'ici. Donc ça, c'est la piste de danse. Et là, il y a une machine. C'est le Dance-O-Mat. Oui, c'est une machine à laver qui vient d'une laverie automatique. Là, tu branches ton téléphone ou ton lecteur MP3. Et ensuite, tu mets une pièce de $2 ici. Et tu as une demi-heure de musique. Génial. Oui, c'est marrant. Et les gens l'utilisent beaucoup. Et c'est chouette d'être ici. Regarde ça. C'est incroyable. Quand on pense à ce qui s'est passé. En fait, pour vous, c'est un terrain de jeu formidable, non? Oui, tu as raison. Cette période de transition est très excitante. C'est le moment où l'on peut expérimenter des choses nouvelles, des idées nouvelles, et créer une nouvelle identité pour notre ville. Ce genre d'initiative est en fait applicable partout dans le monde, même à Paris. Mais ici, c'est l'urgence, le besoin qu'ont les gens qui fait que cela a été sûrement beaucoup plus facile à mettre en place que n'importe où ailleurs. Et cela a également beaucoup à voir avec le rôle qu'on veut donner aux gens. On veut qu'ils passent de passif à actif et que tout ce qu'on apprend ici soit pris en compte dans la reconstruction de notre ville. Il ne faut pas qu'on sépare ces projets provisoires de ce que sera la ville dans 10 ans. Je peux essayer? Oui, allons-y.